Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau tutoriel mathématiques CST de quatrième secondaire. Nous sommes toujours dans le chapitre de statistiques et au cours des deux derniers tutoriels, nous avons développé une toute nouvelle branche, si vous voulez, de notre analyse statistique et j'ai nommé donc l'analyse de la corrélation linéaire. Et ce qu'on a fait donc, on a dans le premier des deux derniers tutoriels défini ce que c'était la corrélation linéaire. On a montré à quoi ça ressemblait donc dans un graphique. Et ensuite, donc, on a travaillé dans le dernier tutoriel à essayer de préciser un peu comment c'était possible de déterminer cette valeur du coefficient de corrélation linéaire qui nous aidait à déterminer donc la force, l'intensité d'une corrélation. Et donc, on a vu qu'on avait une méthode là, à partir d'un graphique, d'un nuage de points, donc la méthode du rectangle, qui n'est pas une méthode précise à 100%, qui n'est pas une méthode là, donc parfaite, mais qui nous aidait quand même à avoir une meilleure idée là, de la valeur de la corrélation linéaire, du coefficient de corrélation linéaire. Cela dit, dans les deux premiers tutoriels, nous avons principalement donc travaillé avec des données qui étaient représentées sous forme de graphique, sous forme de nuages de points. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, c'est de montrer une autre façon de représenter ces mêmes données-là, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je commence avec un exemple tout de suite dans votre cahier d'exercice. On reviendra au document de notes dans quelques instants, mais je veux juste prendre la peine tout de suite de montrer un peu qu'est-ce que c'est un tableau à double entrée, puis également, peut-être prendre un instant. On n'a pas fait ça dans les deux premiers tutoriels sur la corrélation linéaire. On n'a pas montré comment construire les graphiques. Ou, comme on va le faire également aujourd'hui, construire un tableau qui nous permet de représenter les informations qu'on a donc d'une distribution de deux variables. Donc, si vous allez à la page 284, le numéro 8A de votre cahier d'exercice, donc vous y trouverez une mise en situation. Donc, je n'ai pas mis ici les informations, là, j'ai juste mis les données. Donc, on nous parle ici des coupes de données donc, qui représentent le nombre de parties jouées et le nombre de points marqués par 30 joueurs dans une saison de hockey. Donc, vous avez 30 données ici. Et donc, chacun des couples de données, vous avez un X, donc je vais indiquer ici, un X qui serait la première donnée et un Y qui serait la deuxième donnée. Donc, le X, la première des deux données, représente donc le nombre de parties. Et le Y, le T ne veut pas se faire ici, voilà, partie. Et le Y représente le nombre de points. Donc, combien chacun des joueurs a joué de parties et combien de points est-ce qu'il a amassé. Et donc, la question les deux premières questions là, de ces questions-là, c'est de déterminer, donc de représenter toutes ces données-là sous forme de nuages de points et également de tableaux à double entrée. Donc, on va présenter un peu le tableau à double entrée de cette façon. Donc, je vais commencer, moi, ici, tout de suite par le nuage de points. Je vais aller ici, je vais prendre un peu de jaune. Donc, commençons ici là, tout de suite par remplir ici le nuage de points. Donc, euh, la façon de placer un nuage de points, ben, c'est la même façon que placer, dans le fond, des points dans un graphique. Donc, la seule chose, c'est que le X et le Y représentent des quantités réelles. Donc, par exemple, si je prends mon premier point ici, 20, 18, donc ça veut dire qu'en X, je suis à 20, donc 20, c'est ici. Et 18, ça serait donc, si je vais en Y, donc c'est des bons de 5, 10, 15, 20. Donc 18 serait passé, donc 15 entre 20 et 15, dans le fond, à peu près ici. Donc ce ne serait pas précis à 100%, mais ça te donnerait un point qui est à peu près là. Donc ça, ce serait le premier point qui est fait. Ensuite, 21, 30, donc ça serait à peu près ici. Ensuite, 20, 14, donc 20, 14, ça serait à peu près là, et ainsi de suite. Donc, je ne ferai pas ce travail-là ici pour vous. Je pense que vous avez pris l'idée assez rapidement. Donc, 22, 30, 22 et 30, donc on serait à peu près quelque chose comme ça ici, et ainsi de suite, 24, 23, 24 et 23 qui seraient à peu près là. Bon, évidemment, comme j'ai dit, c'est approximatif et évidemment, si on n'a pas un quadrillage qui est très fin, on y va là, au meilleur de notre capacité. Je crois que dans votre cahier d'exercice, le quadrillage apparaît mieux que sur l'écran en ce moment.
Donc, ça va vous permettre d'être un peu plus précis que moi là, dans votre travail. Mais cela dit, je pense que vous comprenez l'idée. C'est simplement d'aller placer donc les points peu à peu, comme ça, donc un par un. C'est un processus qui peut être, comme dans ce cas-ci, assez long, mais bon, je crois que vous êtes capable de le faire très, très simplement. C'est un petit peu là, répétitif. Une fois qu'on a compris l'idée, c'est simplement d'aller placer les points comme on les placerait dans n'importe quel graphique. Et ensuite, ben là, on pourrait utiliser ce qu'on a vu dans les derniers tutoriels, notamment dans le dernier, là, la méthode du rectangle. Une fois que notre nuage est complet, qu'on a tous nos points, on serait capable de faire ça. Donc ça, c'est une des façons qu'on a travaillé là, dans les deux premiers tutoriels, donc ce qui s'appelle le nuage de points. La première façon, par contre, qu'il nous demande de faire ici dans cet exercice-là, donc, c'est de compléter un tableau à double entrée. Donc, je vais prendre quelques instants ici pour vous montrer comment est-ce qu'on complète un tableau à double entrée comme ça. Donc, je pense que la plupart ont peut-être déjà un peu compris comment ça fonctionne. Donc, vous avez l'information qui est répartie à peu près comme dans un graphique, mais il y a des petites différences. Notamment, c'est que le X est toujours en termes de colonnes ici. Donc, ça, c'est le X. Et le Y est en termes de lignes ici. Et ce qu'on va faire dans notre tableau à double entrée, c'est qu'on va indiquer, dans le fond, à l'intersection des colonnes et des lignes, donc on va indiquer il y a combien de données qui se trouvent donc dans cet intervalle-là. Donc, autrement dit, combien y a-t-il de joueurs qui ont joué 20 parties et qui ont amassé donc entre 0 et 10 points? Et donc, ce qui va venir dans cette case-là, c'est un chiffre, c'est un nombre de joueurs pour lesquels le nombre de joueurs qui ont amassé donc entre 0 et 10 points en 20 parties. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer ce nombre-là? On va faire un peu comme dans notre graphique. Cela dit, il va y avoir une différence majeure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer les points à des endroits précis, parce que notamment au niveau des points, on a des classes ici. Donc de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30. Donc on ne peut pas arriver et placer vraiment un point très précisément, dire par exemple un joueur qui aurait joué 20 parties et qui aurait obtenu 5 points. On ne peut pas le mettre à un endroit précis. Il va être dans cette case-là avec d'autres points. Donc ce qu'on va faire en lieu et place, c'est qu'on va dénombrer donc chacun des points où ils vont dans le tableau. Puis une fois qu'on les aura dénombrés, là, on fera donc un total, si vous voulez, et on fera une analyse plus fine à partir de ça. Donc, refaisons le même principe ici avec nos points qui sont ici. Donc, par exemple, le premier point, et là, je vais utiliser ici de la couleur pour nous aider à bien situer les points ici. Donc, 20, 18. 20, 18. Donc, c'est 20 parties. 18 points, c'est entre 10 et 20. Et donc, ce que je vais venir faire, dans le coin supérieur gauche de cette case ici, je vais venir mettre une petite ligne. Simplement une petite barre pour dénombrer. Je ne vais pas indiquer tout de suite le nombre final parce qu'il y en a peut-être d'autres des données là, qui vont rentrer là-dedans. Donc, je peux barrer ma première donnée ici, c'est fait. 21, 30. Donc, 21, 30. 21, c'est 21 parties, deuxième colonne. 30, il faut faire attention, hein, 30 ici est exclu, donc je ne dois pas le mettre dans cette case-là, mais plutôt dans la suivante. Donc, je vais aller effacer ici. Et donc, c'est vraiment là. Je mets une petite ligne, c'est fait. 20, 14. 20, 14, deuxième petite ligne ici. Parfait, c'est fait. 22, 30, ici. 24, 23, donc, et ainsi de suite. Donc, 24, 23, ce serait ici. 23, 45. 23, 45, ce serait ici. 21 et 8, donc ce serait ici. Voilà. 23, 17. 23, 17, ce serait ici. 24 et 44. 24, 44, ce serait ici. 23, 20. 23, 20, ce serait ici. Parfait, on continue. Bon, vous voyez que c'est répétitif, là, mais ce n'est pas particulièrement compliqué. Je vais le faire au complet, non pas parce que je crois que vous n'êtes pas capable de le faire sans moi, mais plutôt pour vous montrer vraiment à la fin qu'est-ce qu'on fait avec tous ces résultats-là. Donc, on poursuit rapidement. 22, 34. Donc, 22, 34, ce serait ici. 21, 15. 21, 15, ici. 23, 44. 23, 44, ici. 23, 40. 23, 40 au même endroit. 21, 7. 21, 7, ce serait ici.
22, 16, 22, 16, ce serait ici. 24, 34, 24, 34 ici. 22, 14, 22, 14, ce serait ici. 24, 12, 24, 12, ce serait ici. 21, 38, donc 21 et 38, on se croirait un peu au bingo quand on est en train de faire ça. Donc, 21, 38, c'est là. Dernière ligne, il en reste 10. 22, 24, donc 22 et 24, ce serait ici. 20, 15, ce serait là. 23, 47, 23 et 47, donc ici. 22, 26, donc ce serait ici. 24, 37, 24, 37, ce serait ici. 29, on achève. 29, c'est ici. 22, 28, 22 et 28, ce serait ici même. 21, 19, 21, 19, ici. 23, 29, 23 et 29, voilà. Et le dernier, 22, 38. Là, j'espère que j'en ai pas oublié. Vous m'avez peut-être suivi au pied de la lettre et vous avez remarqué que j'en ai oublié un. Là, je ne sais pas, là, ici. J'en ai peut-être oublié un. On va de toute façon le vérifier à l'instant. Là, ici, je ne ferai pas le travail de tout vérifier, là, si je les ai tous bien placés à 100%. Ça se peut que j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas ça le but. Vous pourrez là, le faire là, de façon plus assidue. L'objectif ici, c'était vraiment de vous montrer un peu la façon de travailler. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, une fois qu'on a dénombré tout ça, ben, c'est là où on a mis des petites barres, on va indiquer il y en a combien dans chacune des cases. Donc, c'est important de ne pas juste laisser les petites barres, le dénombrement comme ça, c'est un peu plate. Donc, c'est parti. Donc, dans la première case ici, il y en a 4, j'en ai 2, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2 ici, 4 là, 1 ici, 2 et 1. Et les cases où j'en ai 0, je ne suis pas obligé de mettre 0 partout. Là, on peut le faire, là, mais c'est un peu ben, pas inutile, là, mais donc c'est un peu redondant. Bref, dernière chose qui me reste à faire, donc c'est d'indiquer le total dans chacune des lignes et dans chacune des colonnes. Donc allons-y par les lignes d'abord. Première ligne ici, total 2. Deuxième ligne, donc 4 plus 2, 6, plus 2, 8, plus 1, ça fait 10. 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. 2 plus 3 plus 2. Donc, on est rendu ici à 2 plus 3 plus 2, ça fait 7. Et dernière ligne, donc 4 plus 1, ça fait 5. Faisons la même chose pour les colonnes ici. Donc, 4, 2, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 8, 1, 2, 4, 7. Et 1, 1, 2, 1, ça fait 5. Est-ce que le compte est bon? Donc, notre total ici, comme ça, et notre total comme ça, devrait nous donner le nombre total de données. Donc, vérifions ici. 4 plus 6, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. Donc, 18 plus 7, ça fait 25. 25 plus 5, ça fait bel et bien 30. Vérifions le total vertical. 2 plus 10, 12. Plus 6, 18. Plus 7, ça fait encore une fois 25. Et ensuite, plus 5, ça fait 30. Donc, notre total est bon. Je ne sais pas si j'ai placé exactement au bon endroit tous mes points. J'ai peut-être fait des erreurs. Comme je vous dis, ce n'était pas l'objectif d'être précis à 100%. Je pense que ça devrait être correct. Mais sinon, on sait qu'on a mis le bon nombre de points. On sait qu'on a notre distribution complète. Donc, un tableau à double entrée, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, c'est une autre façon de représenter l'information en termes de corrélation linéaire. Et ce qu'on va faire à l'instant, c'est de voir quelle information on peut tirer d'un tableau comme celui-là. Comment je peux établir, évaluer la corrélation linéaire dans un tableau comme celui-là. Donc, c'est parti. Retournons dans notre document de notes. Allons à la page 5, plutôt 4, pardon. La page 4 ici de votre document de notes. C'est la dernière section qu'on n'avait pas complétée à la page 4 ou 5. Donc, c'est la section 5.2. Si vous vous rappelez, on avait complété 5.1, 5.3, 5.4. Mais 5.2, on ne l'avait pas complété. Donc, je voulais commencer par travailler les graphiques avant d'aller dans le tableau à double entrée. Donc, on a vu ce à quoi ressemble un tableau à double entrée il y a quelques instants. Donc, je peux le remettre ici. Hein. On voit ici à quoi ça ressemble.
Comment tirer de l'information sur la corrélation linéaire à partir d'un tel tableau? On ne pourra pas être malheureusement aussi précis qu'on peut le faire avec un graphique, mais quand même, on pourra dégager des tendances générales à partir de celui-ci. Première des choses qu'on remarque ici, et ça je l'ai mentionné, l'orientation de notre tableau est légèrement différente. Donc le X est toujours à l'horizontale et le Y, par contre, lui, il est à la verticale, mais vers le bas. Donc, si le X augmente, donc le X augmente vers la droite, le Y augmente, lui, vers le bas. Et donc, si j'ai une corrélation positive, ça veut dire que le X augmente, quand le X augmente, le Y augmente également. Ce que je vais voir dans mon tableau, ce ne sera pas tout à fait la même chose que dans un graphique. À vrai dire, ça va être le contraire que je vois dans le graphique. Parce que si j'ai une corrélation positive, je vous rappelle, une corrélation positive, c'est une corrélation qui est croissante. Bien, étant donné la façon que mon tableau est positionné, que le X est vers la droite, positif ici, et que le Y est vers le bas, positif, ce que je vais voir, donc, ce sont des données qui se concentrent le long d'une diagonale à quelque part ici. Vous n'êtes pas obligé en ce moment là, de noter les cercles que je suis en train de faire, mais c'est-à-dire que la relation de croissance va se faire vers le bas. Là, certains vont dire, mais comment ça, vers le bas? Ça ne monte pas si ça en va vers le bas. Oui, ça monte. Parce que si les X augmentent comme ça ici, bien, la valeur de Y, quand ça va vers le bas dans un tableau à double entrée, elle augmente. Donc, une corrélation positive va être lorsque le X augmente vers la droite, mais le Y augmente également vers le bas. Donc, ça va nous donner une tendance où les données dans notre tableau vont être alignées le long d'une diagonale qui est descendante, comme ça ici. Maintenant, on va le voir ça dans quelques instants. Comment savoir si la corrélation est forte, moyenne, faible? Je le disais tantôt, on n'aura pas malheureusement un outil comme le coefficient de corrélation linéaire qu'on pouvait estimer avec la méthode du rectangle. Ça, c'était le dernier tutoriel. Il va falloir simplement y aller à l'œil. Donc, vraiment juste en regardant donc, notre tableau, en évaluant, en se donnant une idée générale. Et pour se donner une idée, donc une façon d'évaluer ça, c'est en regardant la valeur des chiffres que vous avez à l'intérieur de votre tableau. Donc, plus les nombres sont élevés dans votre tableau, bien, plus ça veut dire qu'il y a des données qui sont concentrées à ces endroits-là. Donc, pour avoir une corrélation forte, il faudra que dans votre tableau, vous ayez les plus grands nombres dans vos cases. Oh, j'ai fait le même principe ici avec le Y. Bon, on y reviendra dans quelques instants. Je vais commencer par la case de gauche, là, si vous permettez, et on reviendra au même principe pour la case de droite dans quelques instants. Donc, ne vous fiez pas là, pour l'instant là, à ce qui apparaît là, dans la case de gauche. Dans la case de droite, pardon, là, avec la corrélation négative. Donc, on se concentre seulement sur la case de gauche. Donc, je répète, si on regarde une corrélation donc, qui est positive, donc elle s'en va vers le bas dans le cas d'un tableau, contraire d'un graphique. Et si on a une corrélation qui est forte, ça veut dire que les plus grands nombres dans notre tableau vont se concentrer le long de la diagonale ici. Et cette diagonale-là, donc, je l'ai représentée ici avec des cases qui étaient en vert. Donc, imaginez ici que vous avez les cases qui sont le long de la diagonale. Si vous avez des très grandes valeurs, donc, par exemple, dans votre tableau, vous avez des valeurs de 10 ici, 20, 15, 12 et 13. Et partout ailleurs dans votre tableau, vous avez des valeurs qui sont faibles. Donc, vous avez 1, 1, 2, 3, 1, 1, 0, 1, et tout le reste, c'est des zéros. Et bien là, à ce moment-là, l'essentiel de vos effectifs sont concentrés le long de la diagonale. Et à ce moment-là, donc, on va considérer que c'est une corrélation qui est forte. Bien sûr, cette façon d'estimer ça, ce ne sera pas très précis. Mais souvent, ce qu'on va vous demander, c'est souvent de distinguer entre fort ou faible. Donc, il n'y aura pas de cas vraiment là, où ça va être difficile à voir.
Donc, si vous voyez que l'essentiel de vos plus grandes données sont concentrées le long de la diagonale ici, la diagonale vers le bas, bien là, à ce moment-là, donc, vous avez une situation de corrélation positive forte. J'efface les nombres qui sont ici. Maintenant, comment savoir si la corrélation est moyenne? Donc, encore une fois, on se concentre sur la colonne de gauche. Si vous voulez bien, on reviendra à la colonne de droite dans quelques instants. Donc, si la corrélation est moyenne, bien, dans un graphique, ce qu'on voyait, c'est que les points s'éloignaient un peu de la droite. Bien, dans notre tableau à double entrée, le fait que les points s'éloignent un peu de la droite, c'est que je vais voir, dans le fond, des points qui ne sont pas toujours sur la diagonale. Donc, j'ai des données élevées le long de la diagonale, mais j'en ai aussi dans la diagonale au-dessus et en dessous de la diagonale verte. Donc, imaginons, là, je mets des chiffres ici. Donc, imaginons qu'on a, par exemple, là, 10 encore, 12 ici, 15, 11, 8, et que là, on a d'autres valeurs ici, 5, 6, 3, 4, 2, 1, 5 et 8 encore une fois. Peu importe les nombres qui sont là, bien sûr. Et que tout le reste, c'est des nombres généralement petits ou proches de 0. Donc 1, 1, 0, 0, 0, 0 partout. Et 1, 2, 0, 0, 0. Donc, vous avez ici un tableau dans lequel, donc la diagonale principale, il y a des nombres qui sont très élevés. Les deux diagonales en bleu, vous voyez qu'il y a encore des nombres élevés. Le reste du tableau, c'est des nombres qui sont bas. Donc, ce n'est pas tous les nombres alignés parfaitement le long de la diagonale. Donc, ce n'est pas une corrélation parfaitement forte. Ça s'éloigne un peu. Donc, on pourrait dire dans ce cas-là que c'est une corrélation moyenne. Et je pense que vous aurez compris le principe pour la corrélation faible. Donc, la corrélation faible, ça va être un peu la même idée, mais encore une fois, encore avec des résultats encore plus éloignés de la diagonale. Donc, imaginez que vous avez les cases vertes, ça c'est la diagonale parfaite. Vert et bleu, c'est moyen. Et là, vert, bleu et rouge, et bien là, à ce moment-là, vous avez donc des données élevées un peu partout dans votre tableau. Néanmoins, vous voyez quand même une tendance vers le bas. Je vous rappelle que dans un tableau, c'est le contraire d'un graphique. Une tendance vers le bas, c'est positif, c'est croissant. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une corrélation qui est positive, mais faible. Bon, qu'en est-il maintenant d'une corrélation négative? Donc, vous avez vu ça apparaître en simultané à droite. Peut-être que certains déjà ont compris l'idée. Je vais quand même revenir en arrière, si vous permettez, pour montrer un peu l'idée pour la corrélation négative. Donc, corrélation négative, c'est une corrélation, hein, on a dit croissant pour positif, donc négatif, c'est une corrélation décroissante. C'est-à-dire que quand le X augmente, le Y diminue. Donc, dans un tableau, le X augmente vers la droite. Donc, toujours, ça ne change pas. Mais le Y, lui, diminue lorsqu'on monte dans le graphique. Donc, si j'ai une corrélation qui est décroissante, ça veut dire qu'au fur et à mesure que mon X augmente, mon Y, lui, diminue. Donc, si j'augmente dans le tableau vers la droite, je monte en Y. Donc, je vais avoir une diagonale vers le haut. Et encore une fois, un tableau, c'est le contraire d'un graphique. Je ne peux pas suffisamment le répéter. C'est absolument essentiel. C'est souvent des erreurs fondamentales que plusieurs élèves font lorsqu'ils analysent des tableaux ou des graphiques, donc des nuages de points ou des tableaux à double entrée. Donc, le sens de la corrélation est inversé. Donc, dans une corrélation négative, la corrélation négative, c'est la diagonale qui monte. Parce qu'au fur et à mesure que le X augmente, le Y, lui, diminue. Donc, diminue. Pour le reste, l'analyse de la force de la corrélation, ben, c'est un peu la même idée, c'est un peu le même principe. Donc là, je ne referai pas toute la même démonstration que j'ai faite ici pour une corrélation positive, mais si on a une corrélation négative forte, l'essentiel de nos données vont être placées le long de la diagonale parfaite là, que vous avez ici dans votre tableau. Si vous avez des données avec un grand effectif, des cases avec un grand effectif qui s'éloignent un peu, donc les cases bleues, bien là, on va considérer à ce moment-là que notre corrélation est moyenne.
Et dernière possibilité, donc si vous avez des données où il y a une tendance générale vers le haut, donc négatif, décroissant dans un tableau, je le répète, je ne peux pas assez le dire. Donc, à ce moment-là, donc, ce que vous allez voir, c'est que vous avez des données qui s'éloignent de la diagonale. Et à ce moment-là, donc, vous pourrez interpréter que la corrélation est négative et donc négative, décroissante et faible. Voilà. Bon, dit comme ça, c'est un peu abstrait, évidemment, et vous pouvez peut-être deviner que ce ne sera pas évident, je le disais tantôt, de bien distinguer une corrélation forte, moyenne, faible. Et je le répète, dans un tableau à double entrée, on n'a pas beaucoup d'outils pour être très précis. C'est vraiment une question de jugement. Et ce que je vais faire avec vous, on va analyser deux tableaux à double entrée, puis on va essayer de qualifier la corrélation en observant un peu, justement, les tendances générales donc qu'on peut observer. Et je vais vous donner surtout une méthode de travail pour essayer d'estimer le mieux possible donc la corrélation, le sens et également la force de la corrélation. Donc pour cela, on va se rendre à la page 283 de votre cahier d'exercice. Donc, on va aller travailler le numéro 7, donc le numéro précédent, si vous voulez, là, du numéro qu'on a fait en introduction. Donc, page 283, numéro 7. Donc, vous avez ici deux tableaux à double entrée qui sont déjà complétés pour vous. Donc, ils sont déjà complétés, toutes les données sont prêtes et puis tout ça. Donc, l'un contient là, 70 données, l'autre 53. Et on veut déterminer, donc, si on a une corrélation donc, positive, négative, donc croissante ou décroissante, et également, donc, est-ce qu'on a donc une corrélation qui est forte, qui est faible, lequel des deux tableaux représente une corrélation plus forte que l'autre tableau. Donc, on va essayer de déterminer ça là, dans les prochains instants. Et donc, quand on regarde les tableaux comme ça, c'est un peu difficile de savoir si nos résultats là, forment une diagonale vers le bas, donc positif, ou une diagonale vers le haut, donc négatif. C'est pas évident non plus de déterminer si les nombres sont rapprochés de la diagonale ou pas. Donc, voici une méthode pour vous permettre de travailler ces tableaux-là et d'avoir un meilleur aperçu. Et la méthode que je vous propose, c'est une méthode de coloriage. Donc, prenez un crayon à mine. Moi, je ne le ferai pas évidemment avec un crayon à mine ici parce que j'ai malheureusement, là, par informatique, ce n'est pas possible de le faire. Mais vous allez comprendre l'idée derrière mon raisonnement ici. Mais vous pourrez le reproduire vous, avec un crayon à mine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier les cases de notre tableau à double entrée de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on augmente, dans le fond, l'effectif des cases dans notre tableau. Bon, on dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en action, vous allez voir, là, ici, vous allez comprendre où on s'en va avec ça. OK, donc je vais le faire pour le tableau A, et je crois que vous allez être en mesure là, de bien visualiser ce qui se passe. Donc, première des choses, les cases qui contiennent des zéros dans notre tableau blanc. Évidemment, on oublie les cases totales. Là. On n'est pas en train d'étudier les cases totales. Les cases totales, c'est juste pour nous dire il y a combien de données dans chacune des lignes et des colonnes. Donc, ce n'est pas intéressant pour l'analyse. Donc, toutes les cases zéro, on les laisse blancs. Donc, j'en ai une ici. Là, je vais effacer ce que je vais écrire, là, mais tu sais, j'en ai une ici, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Un zéro, est-ce que j'en ai un autre? J'en vois pas. Bref, ces cases-là, on les laisse en blanc. Ensuite, les cases, et là, on continue en ordre croissant. Donc, après 0, c'est 1. Donc, j'ai certaines cases qui ont la valeur 1 à l'intérieur. J'en ai une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Donc, ces 5 cases-là, je vais venir les colorier avec mon crayon à mine, mais en appliquant une à peine légère pression, de sorte que ma case là, va être à peine coloriée avec un gris très, très, très pâle. Comme je disais, moi, je ne peux pas reproduire ça ici. Mais regardez bien ce que je vais faire à l'aide de mon surligneur. Vous voyez ici que j'ai différents tons de vert.
Donc, je vais partir ici avec le ton le plus pâle de vert. Donc, ici, là, ce ton-là ici, très, très, très pâle. Et je vais venir donc colorier les cases ici où j'ai un très, 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 très pâle. Donc, imaginez que c'est un crayon à mine. Donc, très, très, très pâle ici. Donc, je colorie ma case comme ça ici. J'en ai une autre comme ça. Donc, ça, c'est un. Parfait, merveilleux. Ensuite, on s'en va à 2. Et quand on augmente de 1, on augmente également la pression sur notre crayon. Donc, c'est parti. Je vais aller ici mettre un peu plus de couleur pour 2. Donc, j'ai un 2 ici. Voilà. Donc, vous voyez que mon vert est un petit peu plus foncé. Donc, 2 ici. Je le mets vert un peu plus foncé. Comme ça ici. Comme ça ici et l'autre en haut également. Oh, mon crayon. Et voilà. Parfait. Voilà. Merveilleux. Comme ça. Voilà. Parfait. OK, ça c'est bon. Si on dépasse un peu, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas un grand acte de coloriage ici, là. C'est pas un dessin parfait qu'on fait. OK, donc ça c'est fait ici pour le 2. On continue avec le 3. On augmente la puissance. Donc c'est parti. Je suis rendu à ce vert-là. Donc le 3 ici. Donc j'augmente ici la couleur. Un peu plus foncé. Un peu plus foncé. Est-ce que j'ai le même que le 2 ici, là? J'ai l'impression d'avoir la même couleur. Donc, c'est très peu. Il n'y a pas une grande différence de ton. Mais bon, on va supposer que c'est un peu plus là, foncé ici. Probablement que vous êtes capable d'être plus subtil ici. Donc, bon, on voit qu'il y a une légère différence. Là, c'est pas majeur. Heureusement que j'ai juste 2 cases avec 3. Passons maintenant à 4. Augmentons la force. Donc, encore une fois, là, on pèse un peu plus sur le crayon. Voici ici. Donc, 4, c'est parti. Donc, 4, là, on voit vraiment la belle différence qu'il y a. Ici, 4, ça commence à être foncé pas mal. Comme ça. 4 ici. Parfait. Quoi d'autre? Est-ce que j'en ai d'autres des 4? Non, j'en ai pas. Il me reste 5, 6 et 7. Donc, on va aller ici à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est ça. Donc, 5 ici. Donc, un vert encore plus foncé. 5, j'en ai un ici également. Ensuite, 6. On va aller voir 6 ici. Donc, 6, oh, là, ça va être très, très noir, très foncé. Peut-être que 1, 2, 3, 4, 5, je vais peut-être aller ici pour essayer de ne pas trop être dans le noir trop foncé. Mais quand même, ça va être très, très noir, très, très foncé. Donc, 6 ici, 6 et 6 ici. Mon crayon, il commence à perdre de la puissance. Ah, voilà, il est de revenu. Et le 7, on pourrait quasiment le mettre noir, là, foncé, foncé, pour vraiment le montrer. Là. Tiens, je vais le mettre vraiment en noir pour montrer que là, on est super foncé ici. Là. Donc, un vert très, très foncé, ça donne noir. Voilà. OK. Donc, voyez ce que ça donne ici. C'est imparfait, mais quand même, ça vous donne un bon aperçu de ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai voulu mettre les cases où il y avait les données les plus élevées, le plus foncé. Et ce que ça fait par le fait même, c'est que ça me crée un espèce de motif de couleur. Et je suis capable d'aller un peu interpréter ce motif de couleur-là. Quelle est la tendance générale dans ce motif de couleur? Bien, la tendance générale, elle est vers le bas. Vous voyez que les points les plus foncés, les cases les plus foncées, s'alignent le long de la diagonale vers le bas. Donc, ce serait une corrélation, roulement de tambour, positive. Et je vous le rappelle, dans le cas d'un tableau, c'est le contraire que d'un graphique. Donc, la corrélation est positive puisque quand le X augmente, le Y vers le bas augmente également. Donc, ça, c'est une corrélation qui est positive. Qu'en est-il de la force de la corrélation? Bon, on voit ici qu'on a donc une diagonale. Est-ce que les nombres sont parfaitement alignés le long de la diagonale? Pas tellement. On en a un peu là, de chaque côté. On voit que ce n'est pas une diagonale seulement et pas du blanc ailleurs. Donc, il y a des tons de vert un peu partout. Donc, est-ce que je peux donner une réponse parfaitement précise sur la force de la corrélation? Pas tout à fait. Mais je pourrais dire quelque chose entre une corrélation moyenne
ou encore une corrélation qui est faible. Bon, certains pourraient dire, ah, ça m'a l'air plus faible, ah, ça m'a l'air plus moyen. On s'en fout un peu. L'idée, c'est de simplement là, regarder, avoir un aperçu général de ce qui se passe. Donc, le tableau qui est ici, ce serait une corrélation positive, moyenne ou faible, là. Donc, on pourrait, là, sans trop là, se compromettre, là, donner cette information-là pour ce tableau. Faisons le même exercice pour le tableau B. Donc, reprenons ici. On a dit que les zéros, on ne les colore pas. Donc, c'est reparti pour les tons de vert. Donc, je vais juste simplement reprendre mon vert de départ. Et là, ensuite, on va aller dans haute couleur. Donc, le premier vert que j'avais, c'était celui-ci. Donc, 0, on les laisse en blanc. 1, on va le mettre avec cette couleur-là ici. Donc, 1, j'en ai un ici, j'en ai un là. J'en ai un en dessous, j'en ai un ici également. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, 2, j'en ai pas. Donc, on va passer tout de suite à 3. Ce qui est bien parce que le 2 et le 3 se ressemblaient beaucoup, là. Donc, ça va nous éviter ce problème-là ici. Donc, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. C'est tout. Je n'ai pas rien d'autre. Parfait. Passons maintenant à 4. Donc, on met plus de pression sur le crayon. On foncie notre couleur. Donc, 4 ici. Bon, encore là, ça ressemble un peu au 3, là, mais bon, on se comprend. Donc, ça vous donne un peu une idée. Hein. Quand vous le faites, peut-être que vous trouverez que vous avez pesé un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, là, puis ça ne marche pas tout à fait. L'idée, c'est de donner une allure générale. Et peu importe là, si on n'est pas précis à 100%, c'est pas grave. Vous allez voir, là, dans le fond, le graphique se faire devant vos yeux malgré tout. 5, on serait rendu ici. Donc, 5, un peu plus foncé. 6, donc on était rendu, quoi, ici à peu près, là. Donc 6, vraiment plus foncé. Et 7, là, on peut même mettre le noir, là, pratiquement noir, noir, là. Je peux aller là, dans le, tiens, là, presque ici, le vert hyper foncé. Voilà, donc ça serait en quelque sorte noir, là, ici. Voilà. Donc ça nous donne un aperçu, là, approximatif de ce qui se passe. Donc, qu'en est-il de cette corrélation-là? Une fois que je vois que j'ai coloré mes cases, qu'est-ce que je peux établir ici? La première des choses, je vois que la tendance ici dans mon tableau est nettement vers le haut. Donc, ça veut dire que si le X augmente ici, le Y, roulement de tambour, diminue. Donc, il s'en va vers des données plus petites. Plus que le X augmente, donc 10, 20, 30, 40, 50, plus les Y diminuent, plus que je m'en vais dans les classes qui sont les plus faibles. Donc, c'est une corrélation négative. Et encore une fois, j'insiste, c'est le contraire des graphiques, des graphiques des nuages de points. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la corrélation, la force, l'intensité de la corrélation? Ben, on voit que les données sont généralement regroupées le long de la diagonale. Il y a beaucoup de zéros dans les coins ici. Ça, c'est intéressant de constater ça. Et le reste, l'essentiel, donc, est concentré le long de la diagonale. Donc, on pourrait dire, là, certainement, dans ce cas-là, que c'est une corrélation donc, entre fort et moyen. Donc, une corrélation soit forte ou moyenne, tout dépendamment comme on le voit ici. Et encore une fois, d'être capable de dire avec précision que c'est fort ou moyen, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut juste se donner une idée générale. Chose certaine, entre les deux tableaux, A ou B, lequel correspond à la corrélation la plus forte, nécessairement, c'est sûr ici que le tableau avec la corrélation qui est la plus forte, c'est le tableau B. Pourquoi? Parce que les données sont le plus regroupées le long de la diagonale. Et là, certains vont dire, oui, mais c'est une corrélation négative, donc c'est moins bon. Non, peu importe le sens de la corrélation, si les données sont plus regroupées le long de la diagonale, il n'en demeure pas moins que c'est une corrélation qui est plus forte. Plus les données sont regroupées le long de la diagonale, comme dans un graphique, plus les données sont regroupées le long de la droite, peu importe que cette droite-là monte ou descende, ben c'est la même chose dans un tableau à double entrée. La corrélation est plus forte lorsqu'on est plus proche de la diagonale. Et c'est ce qu'on voit plus clairement dans notre tableau B.
voilà ici, ça complète le topo au sujet de la corrélation linéaire, donc dans les nuages de points, également dans les tableaux à double entrée. Il nous restera un dernier élément, et non le moindre, donc le calcul des droites de régression, mais on réservera ça là, pour les 2 derniers tutoriels de notre chapitre. Et entre-temps, donc j'espère que toutes ces infos vous auront été utiles et on se dit à la prochaine.